Chers amis, bonsoir. Bienvenue à l'exposition intitulée l'histoire de l'islam et les musulmans de France de 720 à 2021, qui retrace 13 siècles d'histoire, d'influence et d'apports polyformes à la fois de l'islam en tant que religion, culture et civilisation, mais aussi des musulmans à la fois en tant qu'individus et en tant que communauté. Et beaucoup de gens viennent dans notre conférence, des adultes, des parents, des jeunes et des groupes de jeunes. Et en marge de cette exposition, nous organisons des petits entretiens, qui viennent un petit peu compléter notre exposition. Et nous invitons des personnalités françaises et musulmanes qui peuvent apporter un regard éclairant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité notre ami et frère Ousmane Timéra, universitaire, conférencier et auteur, qui travaille beaucoup sur le Coran, qui depuis quelques années maintenant développe une méthodologie d'approche du texte coranique qui lui est propre. Et ça fait quelques années que nous faisons du compagnonnage à la fois fraternel et scientifique. Donc merci à toi, mon cher Ousmane, de nous faire l'amitié d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors peut-être, avant juste de commencer, peut-être ton avis sur l'exposition. Tu es venu tout à l'heure, tu as pu lire les kakémonos, tu as vu les jeunes, tu as vu également des responsables politiques qui est là. Peut-être en préambule, peut-être un petit mot sur ce genre d'initiative. Bon, déjà, je vois de la fierté. La fierté dans l'expression d'une volonté et d'une intention qui s'exprimait déjà il y a quelques années, parce qu'on se connaît, c'est quelque chose dont tu m'avais parlé, et ça fait plaisir de voir l'aboutissement de cette volonté, l'incarnation de ce projet à travers la mobilisation des plus jeunes, à travers une synthèse ambitieuse de l'histoire de l'islam en France, au-delà de l'époque coloniale et de l'immigration. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai été éclaboussé par l'effervescence qui se trouvait ici. Toute cette jeunesse qui était là, les responsables politiques, les adultes, toi au milieu qui est en train d'expliquer. Et c'est une action bénéfique dans ces temps obscurs actuels. Et donc c'est une lumière, parce que nous sommes dans une époque d'ignorance qui s'ignore, où des personnalités réduisent l'histoire de la France et de l'Europe à leur petit précaré imaginaire et colonial, et avec cette tendance à vouloir exclure l'islam, les musulmans, de toute idée d'apport civilisationnel, intellectuel, religieuse, spirituelle, multidimensionnelle, profonde, enracinée dans ce pays. Et avec ce que tu viens de montrer à travers cette action que tu as menée avec des jeunes, non seulement tu as transmis un flambeau, ces jeunes pourront dire j'étais là, j'ai participé à cette histoire. Et en plus tu éclaires nos lanternes à nous parce que tu nous armes intellectuellement. Parce que souvent dans le débat public, nous manquons de dates, nous manquons de profondeur historique sur la présence musulmane. Quand tu nous rappelles que certaines villes du Sud étaient au fait des émirats musulmans pendant un siècle ou deux, et que cela a eu un impact même sur le champ scientifique et universitaire, oui, on en a besoin. Donc je trouve ça très très beau, et vraiment je te remercie pour cette volonté, cette ténacité, cette intention, et puisse Dieu donner à cette action tous les sorts qu'elle mérite. Merci beaucoup mon cher Ousmane pour tes mots bienveillants, chaleureux et qui nous honorent.
Alors, dans un entretien précédent, j'étais avec Mahmoud Bourassi, donc acteur associatif, avec qui on a remonté un petit peu de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83 Oui. jusqu'à 2010. 2009-2010, notamment la fin de Présence musulmane. Avec toi, j'aimerais reprendre un petit peu de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Oh. Voilà, qu'on continue un petit peu ce parcours. En tout cas, ton intervention, je la considère comme la continuité de celle que j'ai pu avoir avec Mahmoud. Et peut-être d'avoir également ton avis d'intellectuel sur l'époque que nous vivons. Alors, toi et moi, on s'est rencontrés, si tu te souviens, dans un institut qui a marqué quand même cette histoire quand même pendant une bonne dizaine d'années. International de la pensée islamique. Exactement, l'Institut international de la pensée islamique, Triple IT comme on l'appelait, qui avait été fondé en 2000 et qui a malheureusement fermé à partir de 2011 et officiellement 2012. Je me souviens que l'on se rencontrait là-bas. On avait des penseurs d'une très grande qualité qui voulaient renouveler avec beaucoup de sincérité la pensée islamique contemporaine, qu'on avait la chance d'être avec des intellectuels du monde musulman, de France également. Et cet institut ferme. Tu en as pensé quoi quand ça a fermé ? Toi qui étais attaché à cet institut. Moi, cet institut est intervenu dans mon parcours intellectuel à un moment où, après avoir fait les différents cursus de sciences islamiques traditionnelles, que ce soit au Sénégal ou ici avec le Cheikh Ayoub, à la Madrasa, tout le cursus universitaire de l'USH, j'étais arrivé à un moment où je disais « et après ?» J'avais compris le système, mais je sentais que le système de pensée... Enfin, je l'avais tellement compris qu'il suffisait qu'un imam ouvre la bouche pour que je devine ce qu'il va dire. Et donc, j'étais à la recherche d'un autre paradigme. J'avais l'intuition qu'il y avait autre chose à voir. Je voyais le système de haut et j'avais cette ambition de construire autre chose, je ne savais pas comment. C'est là-dedans, à peu près en 2004, 2005, 2006, 2007, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire connaissance avec la pensée de l'IT, avec les professeurs Abdul Hamid Abou Suleiman, avec Taha Jabir al-Alwani et d'autres. Mysteri paix à son âme. Mysteri paix à son âme, je l'ai rencontré après justement. C'est à force de lire ces livres-là que je me suis dit, est-ce qu'il y a un IIT ici en France ? Et c'est là que j'ai rencontré Mysteri, un homme qui était extrêmement joyeux. C'était vraiment ce côté que j'ai retenu de lui. Et très gentil, très affable. Voilà. Et ce qui m'avait beaucoup attiré à l'IIT, c'était la bibliothèque. Donc moi, j'y allais pour dévorer les livres. Et du coup, j'assistais aux différents débats. Quand ça a fermé, effectivement, je pense que ça avait fermé déjà avant que ça ferme officiellement. Et je pense qu'il y avait une bonne dynamique. C'était un lieu d'exigence intellectuelle. Qui bénéficiait de l'expérience anglo-saxonne, arabe aussi de l'IIT. Et je pense que les choses ont commencé à stagner, en tous les cas, lorsque la direction a décidé de suivre les vues gouvernementales. À l'époque, c'est Dominique de Villepin qui disait qu'il fallait un institut. Formation des imams, financé par l'État, etc. Et c'est à ce moment-là que notre ami et frère, rahimahullah, Mysteri, s'est mis à massifier, au fait, à accueillir une école, niveau universitaire, etc. Et moi, je pense que c'est le début de la fin de l'aventure l'IIT sur le plan qualitatif. Tu te situes où en 2012 quand ça ferme officiellement ? Je suis ici, je suis au courant de ce qui se passe de l'intérieur. Il m'est arrivé même d'intervenir. Je ne vais pas rentrer sur les histoires scrabeuses de rivalité qui ont eu lieu. Ce n'est pas le lieu, mais ça a été une grande perte intellectuelle.
ça a été pour moi l'échec d'une prétention générationnelle. Parce que tous ces gens-là, en fait, se connaissaient tous. Les différents centres de formation et autres, c'était un peu la mode à ce moment-là, tout le monde ouvrait son centre de formation. Et pour moi, c'était symptomatique de l'échec parce que les protagonistes qui étaient présents ont tous participé d'une manière ou d'une autre aux différents centres de formation qui étaient là. Tous, sans exception. Certains, je les avais rencontrés quand j'étais à l'USH. D'autres, j'avais rencontrés quand j'étais professeur dans un autre centre. Ils se connaissaient tous. Et ce sont des raisons politiciennes d'abord et des raisons aussi d'immaturité spirituelle et stratégique qui ont mené à la perte de cette institution. Ça aurait pu donner quelque chose de beau et de grand et faire émerger des personnalités, des intellectuels. Bon, ça n'a pas raté son coup, parce que toi, il y a quelqu'un comme toi qui a pu émerger, d'autres personnes qui ont fait les auteurs du cahier de l'islam, Youssouf Sangaré, ceux qui sont à la tête du cahier de l'islam, la FPI, tout ça, c'est les bébés. Tu parles de génération, je trouve ça très intéressant parce que du coup, tu vois, on disait avec Mahmoud, fin de présence musulmane en 2009, on a l'émergence de nouveaux intellectuels comme Nabil Enasri au début des années 10, les révolutions arabes en tout cas qui permettent également d'avoir un discours peut-être au départ centré sur la France mais qui gagne également en envergure en parlant à l'international. Là on est au début des années 10. Est-ce que tu considères que les années 10 c'est un peu tu parlais de génération, est-ce que c'est pas peut-être l'émergence, l'émancipation, la prise de confiance d'une nouvelle génération qui commence maintenant à faire des conférences? Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on me mettra dedans aussi. Mais la nouvelle génération que nous sommes n'a pas été appuyée par la précédente. J'irai même plus loin, elle a été plus ou moins combattue. On pourra en parler avec des cas concrets, mais nous avançons aujourd'hui dans un désert institutionnel immense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transmission pour toi en tout cas, il n'y a pas eu... On n'a pas bénéficié, nous ne bénéficions pas, en tout cas les intellectuels qui sortent du cadre, les intellectuels l'intellectuel est censé sortir du cadre normalement, mais bon, les intellectuels ou les penseurs ou les jeunes penseurs que nous sommes, les jeunes universitaires, c'est contre nos aînés, souvent, qu'on a pu émerger. Tous ceux qui sont restés dans les rangs, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, ils ont disparu avec les structures. Ça, c'est un premier point. Donc, ça n'a pas malheureusement été des structures d'émergence d'une pensée, d'une génération émancipatrice et contributive. Les différentes structures, les différents mouvements et associations qui ont perduré des années 80 jusqu'à cette période 2010, le milieu même des années 10, mais surtout au début des années 10 de ce siècle, avec le recul, on se rend compte que c'était juste des structures d'embrigadement, des structures de mobilisation populaire, émotionnelle, peut-être formatrice dans le sens où elles donnent le b.a.-ba de l'identité musulmane. C'était des mouvements de préservation de l'identité islamique, avec l'idée d'une acclimatation nécessaire, intellectuelle en tous les cas, avec l'environnement. D'où le mot l'islam est compatible avec la République, nous sommes intégrés, nous nous assumons. Bon, ils ont réussi ce pari-là, il n'y a pas de souci. Cependant, après, quand il s'est agi de passer à un autre niveau, d'être non plus maintenant dans l'idée de dire qu'on est des bons Français, musulmans, les deux sont compatibles, nous c'est bon, on assume ça depuis longtemps. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on contribue concrètement à répondre aux besoins de la société avec le reste de la société. Quelle est la plus-value intellectuelle, économique, politique, civilisationnelle que nous pensons, que nous créons parce que nous sommes dans un vide politique et idéologique que tout le monde constate de part et d'autre. Et c'est là qu'à un moment donné, je pense que
notre plus-value doit être là, elle doit être présente ici. Comment arriver à être créatif à partir de nos valeurs universelles? Si elles sont universelles, normalement elles sont aussi celles des autres, parce que les autres sont censés aussi les reconnaître à partir de leur propre tradition. Comment, à partir de ces valeurs universelles, penser à un nouveau cadre de pensée, penser à un nouveau projet de société, penser à un nouveau projet politique, au-delà de la gauche et de la droite, etc. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, et ceux qui étaient censés nous aider à arriver à ce niveau-là, nous ont retiré leur structure, nous n'ont pas soutenu, nous ont même quelque peu diabolisé dans leur réseau propre, et ce qui fait que maintenant on est une génération de diplômés, extrêmement bien formés, mais esselés, éparpillés, chacun dans son coin à faire ses activités. Ça me fait penser à une phrase de Malek Benabi qui disait « Les générations musulmanes se succèdent mais ne s'héritent pas ». Exactement. Ça me faisait penser à quand je t'écoutais. Alors, si tu veux, on va avancer un petit peu. Là, on est dans les débuts des années 2010. Et dans la continuité de ce que tu dis, voilà, oser penser la société française à partir d'un référentiel et d'un discours religieux qui s'adresse finalement à tout le monde, en tout cas dans ses implications. On a le sentiment que 2015, il y a un avant et un après 2015. Contexte français qui est avec les deux... avec les attentats. Les deux attentats. On a beaucoup, si tu te souviens bien, beaucoup de gens qui avaient milité à l'UOIF ou des associations satellites qui claquent la porte et de manière très violente. Les JMF. Des gens par exemple comme Homero, Marunjo, et d'autres également qui étaient au cœur du dispositif, qui étaient au sein de l'UOIF, qui quittent de manière et du coup qui se retournent contre ce discours dans lequel eux-mêmes ont contribué en tout cas à ce qui s'installe et ce qui s'ancre en France. 2015, effectivement, avec les deux attentats meurtriers, il y a peut-être le sentiment de disant voilà, il faut peut-être qu'on aille peut-être un petit peu plus loin. C'est aussi, on voit quand même beaucoup de jeunes français musulmans, conférenciers qui s'inscrivent à l'université, donc qui veulent également valoriser leurs travaux de recherche. Comment tu vis, toi, les années 2015 est-ce que tu perçois ça? Est-ce que tu perçois le début de quelque chose en disant, finalement, on a attendu beaucoup des aînés et finalement, on n'a pas beaucoup reçu. On va assumer une certaine forme d'indépendance et se former soi-même. Comment tu vis, comment tu observes les choses en 2015? Moi, c'est vrai que moi, je le vis, je suis en pleine... inscription universitaire, parce que moi je suis accepté à Sciences Po Paris en 2008. Avant ça, j'ai même pas de diplôme. Donc, moi je le vois comme étant, à titre personnel, la continuité de quelque chose, de ma quête intellectuelle qui prend une forme universitaire, mais le diplôme ne vient que sanctionner quelque chose qui est somme toute habituel chez moi, parce que c'est quelque chose qui est issu du fin fond de mon enfance. Et par contre, ce que je vois, moi, c'est l'écroulement, on le voit, l'écroulement des différentes institutions ou associations qui étaient censées, où j'aurais pu en tout cas me voir collaborer avec eux, bénéficier de leur expérience. C'est la fin de Présence musulmane. Je me souviens, j'en parlais d'ailleurs avec le frère Mahmoud, en disant mais ce mouvement a disparu comme ça. Comme s'il n'a jamais existé. Il n'y a rien du tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas d'événement, personne. Même tu poses des questions à certains de leurs acteurs, ils ne te répondent pas. Rien. Le truc, il était là, ça brillait pendant les années 2000, et tout d'un coup, ça s'est arrêté et estompé. Et on voit ce qui est devenu aussi, et ensuite, je ne veux pas me faire des amis, mais le Bourget, l'UOIF, etc. Les années 2000, c'est la fin de quelque chose. La fin des années 2000 ou... la fin des années 2000, oui. Début des années 2010 à mes yeux, c'est la fin du sentiment de triomphe ou de succès de ces personnes qui ont porté l'idée de l'islam intégré, l'islam qui s'acclimate, l'islam qui se sédentarise. Cette idée-là arrive à son apogée à ce moment-là.
D'ailleurs, certains d'entre eux partiront en Tunisie quand il y aura la révolution en 2020. Voilà, et bon, ils vont devenir des cadres là-bas. Bon, c'est un aboutissement, on va dire, professionnel et personnel. Hein. Mais pour moi, à ce moment-là, le logiciel est bloqué. Il n'y a pas autre chose. L'idéal type qui était le leur, c'était prouver qu'on peut être musulman et français en même temps. Et ça, je pense, ça a marché. Pour beaucoup, comme toi, comme moi, pour plein de personnes, c'est acquis. Ça. Surtout pour des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici. Cette question ne se pose même pas, hein. C'est comme ça. Maintenant, le deuxième niveau, c'est quid du reste de la société qui a tendance à ne pas accepter cela, des attentats qui ont lieu, des choix économiques, socio-économiques qui créent du chômage, et on a besoin pour justement dériver la colère populaire de boucs émissaires tout trouvés, que sont les musulmans, qui de plus en plus se sentent, enfin non, c'est pas de plus en plus, se sont complètement décomplexés et complètement français, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toi, à partir du moment où on est né en France, à partir du moment où on est très à l'aise et qu'on n'a aucun complexe sur le plan identitaire, pour toi, ça se retrouve dans la façon même de produire une pensée. Ça se retrouve dans la façon de produire une pensée, mais en même temps, ça se retrouve dans la manière d'être critique et même décomplexé. Parce que par exemple, toi et moi, nous n'avons pas de problème avec les sources parce qu'on les connaît. Donc on n'a pas ce complexe vis-à-vis des anciens et qui veut dire tu comprends pas l'arabe, tu connais rien, tu connais pas le Coran. Donc beaucoup étaient complexés dans les associations musulmanes, dans les conférences par rapport à ça. C'est pas notre cas. Et de l'autre côté aussi, nos parents auraient pu être complexés par rapport à la société française. On ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas ses lois. Il n'y a pas ce complexe non plus. Donc on est une génération normalement décomplexée. Alors peut-être qu'on a des ressentiments, peut-être. Peut-être qu'il y a des manques de moyens, c'est vrai. Peut-être qu'on subit des discriminations en tant que personne, quelquefois, dominée. Certes, mais même notre réaction par rapport à cette domination, c'est une réaction de Français. Ce n'est pas une réaction d'immigrés. Et je pense que c'est ça qui pose problème aujourd'hui à l'élite française, à une partie de l'élite française, à une partie de la société française, c'est qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui n'ont plus le complexe de leurs parents auparavant ? Alors là, on parle d'un... Ça, c'est par rapport à la société. Maintenant, par rapport à la pensée musulmane, je pense que ce côté décomplexé n'a pas pu être géré par les différents leaders. À commencer par quelqu'un, par exemple, comme Tariq Ramadan. Hafizahullah. Lorsque nous lisons les différents ouvrages de Tariq Ramadan, on trouve cela intéressant dans le sens où il arrive à synthétiser la pensée réformiste musulmane, il synthétise cette pensée-là, moderne musulmane, dans un langage accessible à tout le monde d'une part et avec un haut niveau. C'est pas un Chalgoumi. Le problème, c'est que au niveau de la capacité à questionner les cadres, à distinguer la source de la révélation et le cadre qui a été créé à partir de l'époque médiévale, cette distinction n'a pas pu se faire. Et donc, du coup, on patauge. Parce que ce sont les cadres maintenant qu'il faut qu'on repense. Les cadres scientifiques, les cadres intellectuels, les cadres philosophiques à partir desquels on pense la révélation et on pense le monde. Ces cadres-là sont jugés révélés. C'est pour ça qu'on n'avance pas et qu'on fait que se répéter et parler de transformation, d'adaptation, d'intégration, d'assimilation. Mais il n'y a rien de nouveau. Pour que nos téléspectateurs comprennent ta démarche, donc déjà à l'intérieur même de la communauté musulmane et du discours religieux à l'intérieur des communautés musulmanes, l'idée c'est de décomplexer déjà pour avoir déjà un accès aux sources, et ensuite de décomplexer dans un second temps, c'est-à-dire d'être capable, à partir de ces sources, de penser également la société. La société. Et en même temps d'être capable d'être créatif pour penser des nouveaux cadres.
Alors oui, de penser. Ah voilà, il faut créer. Et là, pour l'instant, on n'arrive ni à critiquer ni à créer. Alors, donc, ce que tu proposes depuis déjà quelques années, c'est une double critique menée simultanément à l'égard par rapport à l'accès aux sources, mais aussi à l'égard de la modernité, pour enfin, éventuellement, s'il y a encore cette volonté, cette créativité, d'offrir peut-être une troisième voie. En tout cas, quelque chose qui dépasse à la fois l'islamité traditionnelle et la modernité traditionnelle. Le problème que nous avons, c'est que dans la tradition religieuse que malheureusement les musulmans ont fini par rejoindre, alors qu'ils étaient chargés de le transformer, c'est Dieu contre l'homme. Tu choisis Dieu, tu mets l'homme de côté. De l'autre côté, la modernité, pour se débarrasser de cette chape institutionnelle, a décidé d'aller du côté de l'homme. C'est l'homme, mais contre Dieu. Dans les deux cas, on arrive à une impasse aujourd'hui. Et l'impasse, nous le voyons, dans le délabrement social et culturel et spirituel des êtres humains. Nous n'avons plus d'espoir en un au-delà, à partir duquel on arrive à voir l'ici-bas. Il n'y a plus de spiritualité vivante. On n'a que des spiritualités réactionnaires et conservatrices. Et de l'autre côté, nous n'avons plus de philosophie qui arrive à donner à l'être humain une assise cosmique. Il n'y a plus ça. Maintenant, on est condamné à la consommation, à la destruction par notre consommation de notre environnement, et soit à la conservation du présent, tel qu'il est, on ne bouge pas, soit à la réaction, on veut le passé. Il faut que nous ayons la possibilité de réconcilier le divin et l'humain. Et ça, c'est le cœur même du projet de l'islam, normalement. Dans le Coran, Dieu ne s'oppose pas à l'être humain, et vice-versa. Et je posais une fois la question avec un politique avec qui je discutais, je dis, mais c'est étrange. La question, c'est de savoir, est-ce que l'islam est une religion dans les même dans la façon de penser religieuse occidentale, même traditionnelle. Une religion qui dit que les autres religions sont susceptibles, s'ils font le bien, s'ils croient en Dieu et font le bien, ils peuvent aller au paradis. Je sais que les musulmans, ils ont du mal à entendre ça, mais c'est des versets coraniques clairs, nets et précis. Et personne ne peut dire à un moment donné, ils ont été abrogés. Donc, on a ces passages qui sont là. C'est étrange. Alors qu'à la base, la définition d'une religion, c'est d'exclure les autres religions. On a une religion qui dit non, c'est pas comme ça. Si Dieu l'avait voulu, vous seriez une seule et même communauté. Juifs, chrétiens, sabéens, et ceux qui ont la foi, celui qui croit en Dieu, qui croit au jour dernier et qui fait le bien, ils vont au paradis. Oh, il faut être conséquent ici. C'est quoi cette religion? Une religion qui dit à un moment donné, et c'est pour ça que quand je réponds, quand j'entends les thèses par exemple d'un Tariq Oubrou, quand il parle de séculariser l'islam, j'ai envie de dire, il faut de la profondeur, mes chers professeurs. C'est pas sérieux de dire qu'il faut séculariser l'islam. Une religion qui dit que le monde d'ici-bas n'est pas à renier. On reprochait à l'islam à l'époque médiévale d'être une religion mondaine. Les chrétiens disaient que c'était une religion mondaine parce qu'elle se préoccupe du monde. Le prophète de l'islam était mondain aussi. Et voilà, parce qu'il s'occupe du monde, il a eu un État, il a mis en place des politiques, etc. etc. Ouais. C'est à cette religion aujourd'hui qu'on demande de se séculariser. Séculaire veut dire de se préoccuper de ce monde. Ça peut concerner une religion comme la chrétienne qui disait l'au-delà contre l'ici-bas. Mais une religion qui dit l'ici-bas et l'au-delà en même temps. Il faut autre chose. Ça ne rentre pas dans les catégories. Donc à partir de là, comment tu penses à la réconciliation de l'être humain et du divin, au-delà de la modernité et la tradition? Voilà l'enjeu. On a bien compris, en tout cas, la perspective et la vision qui est de ta pensée. Je te remercie dans quelques minutes d'avoir exposé les grandes lignes. Dans un autre entretien, on pourra revenir un peu plus longuement dessus. On a parlé de 2015, 2017, 2018. On a aussi pour les responsables associatifs musulmans, pour aussi les intellectuels, l'affaire Tariq Ramadan. Sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé et qui, en tout cas, ne nous intéresse pas dans le cadre de notre entretien. Mais on voit que c'est la fin d'un modèle dans lequel un certain nombre d'entre nous, il ne faut pas mettre de côté cet héritage, mais en tout cas, il y avait besoin de modèles et Tariq Ramadan a incarné à un moment donné un modèle
par rapport à une certaine maîtrise du sujet, une capacité à synthétiser des questions très complexes et à démocratiser d'une certaine manière des savoirs théologiques, en tout cas qui n'avaient jamais été démocratisés de cette manière-là. Donc il y a eu des apports concrets. Après, c'est vrai que le modèle de l'intellectuel qui passe de ville en ville, qui fait des conférences et sans forcément d'interaction avec les uns et les autres, on a le sentiment qu'à partir de cette affaire, c'est ça aussi qui prend fin. Et on a le sentiment que depuis 2017-2018, on a dans le milieu intellectuel, des intellectuels, des universitaires, des théologiens musulmans, il y a peut-être du mal à se réinventer un autre modèle ou proposer d'autres voies. On a le sentiment que depuis, voilà, ça s'est atomisé. On se voit de moins en moins. C'est pas pour faire ma publicité, mais rappelle-toi, on avait essayé d'organiser des colloques avec l'AFPI, des colloques des intellectuels musulmans francophones, 2016-2017. On a vu toutes les difficultés qu'il y avait, en tout cas, d'essayer de fédérer les intellectuels musulmans qui, le cœur sur la main, très souvent nous disent oui, il n'y a pas de souci, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, mais après, une fois que l'on passe au concret, c'est plus difficile. Voilà, il y a eu un avant et un après. On voit que dans le modèle, aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. Et quand on ne partage plus, alors l'avantage d'avoir un modèle, c'est que du coup on peut à un moment donné se positionner, en tout cas il y a quelque chose d'un peu plus clair, mais là du coup on a l'impression qu'il y a chacun peut finalement s'exprimer au nom de l'islam, ça peut donner parfois même un peu le sentiment de partir dans tous les sens, mais il n'y a pas ce que Mohamed Harkoun appelait de génération d'intellectuels en fait, qui travaillent ensemble et qui produisent comme encore au XXe siècle, on en parlait, la génération de René Guénon, Chuon, les Valsans, où tu avais quand même des générations d'intellectuels qui prenaient la plume, qui s'écrivaient. Là, on a le sentiment que finalement, chacun fait son truc de son côté et il ne se passe plus grand-chose. Alors, pour moi, j'analyse les choses de deux manières. Moi, je pense que on verra ce que donnera la situation de Tariq Ramadan sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Mais je pense que moi déjà, à partir de la réforme radicale de Tariq Ramadan, il n'y avait plus rien à dire. 2008. Ça y est, c'est fini. Pour moi, elle a atteint son niveau, le summum. Son apogée. En tout cas, en termes de pensée dans le cadre islamique, c'est le summum. Après, il n'y a que des répétitions, des reprises. Et c'est là que je dis que sur le plan de la pensée, il faut questionner les cas pour féconder. Il n'y a plus de nouvelles idées. La synthèse est terminée. Quand il arrive ce qui arrive avec Tariq Ramadan, il est déjà en perte de vitesse. Des nouvelles générations de personnalités émergent. Un nouveau vecteur qui est YouTube est là. Moi, j'ai été connu grâce à YouTube, entre autres. Donc le modèle est différent déjà parce que les moyens de communication sont différents, parce que la culture médiatique est différente. Donc il y a possibilité à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse avoir accès à des médias. Aujourd'hui, on peut s'exprimer sans passer au JT de 20h ou dans des grands débats. Fini ça. Donc je pense déjà le modèle au niveau social et global a changé. C'est un premier élément. Deuxième élément, je pense effectivement que sur le plan intellectuel, il atteint ses limites, entre guillemets. Et enfin, troisièmement, maintenant c'est une génération qui n'a pas su former des gens derrière eux et avec eux. Et ça, c'est l'erreur de leur leadership. Un vrai leader, un vrai enseignant, il laisse des gens derrière lui. Quand le prophète alayhi salatu wassalam meurt, c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui sont derrière lui et qui prennent le flambeau. C'est un véritable mouvement intellectuel qu'il a laissé derrière lui. Et c'est vrai pour bien de grands leaders dans l'histoire. Ici, ceux de la génération qui nous ont précédés n'ont pas pensé après eux, n'ont pas formé des gens dans leur sillage, n'ont pas cherché à faire émerger des gens, des générations, etc. Ils ont construit des organisations qui tournaient autour d'eux, malheureusement. Et ça, c'est fatal parce que quand ils disparaissent,
l'organisation s'écroule. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est en train de se passer. Ou alors on fait que de la répétition parce que ceux qui viennent après n'ont pas cette force de caractère et cette capacité de penser par eux-mêmes. Ils ont été dressés pour penser dans le cadre du maître. Dans les deux cas, soit ils n'ont rien laissé, soit ils ont laissé des personnes qui les imitent, c'est la même chose. Et je pense que ça, c'est l'erreur stratégique fondamentale de cette génération et qu'il faut que nous ne recommencions pas, que nous ne faisions pas. Il faut que dans 20 ans, dans 40 ans, que nous-mêmes, nous ayons des dizaines, des centaines de personnes qui entendent ce qu'on dit. Et pas qui entendent dans le sens, ils répètent ce qu'on dit. On leur apprend à penser par eux-mêmes. Ça n'a pas été le cas et je crois que c'est l'erreur qui s'est passée. Alors maintenant, comment on peut faire? Parce que là, tu soulèves... Du coup, quand on abat l'idole, il n'y a plus rien. Je suis d'accord avec toi. Mais la difficulté maintenant que nous avons, et notre génération, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une spécialité. À l'époque, quand tu assistais ou quand nous assistions de manière générale à des conférences, Tariq Ramadan, il y avait l'Arbi Keshat, la Majid Da'wa, l'Arbi Keshat, les cours intensifs de l'UIF. Il y avait des instituts qui formaient, et donc il y avait, comment il s'appelle, il y avait en tout cas une communauté d'intérêt qui venait, qui écoutait, qui questionnait, et qui a beaucoup aidé quand même les conférenciers. On oublie de parler également comment le terrain a nourri également la réflexion de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, je vois poindre, moi, une autre difficulté qui rejoint l'idée d'un milieu intellectuel musulman complètement atomisé, c'est qu'est-ce que l'on réfléchit ensemble. Toi, tu parles de penser déjà les cadres, mais de penser également la France de manière décomplexée. Mais aujourd'hui, quand on balaye un petit peu du regard et que l'on voit autour de nous, tout le monde n'a pas forcément cela. Donc, où est-ce que l'on débat? Où est l'émulation entre intellectuels qui est nécessaire pour se questionner, pour que même une pensée puisse trouver une identité, affirmer son identité, il faut qu'elle se confronte à l'altérité. Mais là aujourd'hui, on voit que finalement chacun gère son créneau. Aujourd'hui, en plus, avec la dimension économique, ça devient des petites PME, ça devient des petites entreprises intellectuelles, scientifiques. Qu'est-ce qu'on crée de commun? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, en 2021, quand on fait cette observation, comment déjà nous on peut créer une émulation et comment on peut former des jeunes derrière si déjà on ne se fréquente pas et on n'a pas les mêmes centres d'intérêt? On discute de quoi ensemble? Moi je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que moi j'avais même demandé à des gens. Je te cite un exemple. Il faut créer un espace. Oui. Tu te souviens le dernier colloque qu'on a organisé en 2017 à l'AFP, tu te souviens? Ouais. Je te donne un exemple concret. 2018, moi je passais ma thèse de doctorat. J'avais pris du recul. Je pensais qu'il allait y avoir d'autres qui allaient reprendre. Ça ne reprend pas. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas toi, et avec toutes les difficultés, on en avait déjà discuté toi et moi, comment fait-on? Parce que gérer les intellectuels musulmans pour offrir un espace, c'est un métier en soi. Et si tu fais ce métier-là, tu n'as plus le temps de penser. Donc, moi, la question, c'est par rapport à ce que tu dis, par rapport à cette émulation, par rapport à cette transmission à la jeunesse, il y a quand même des motifs d'inquiétude. Moi, je pense qu'il faut qu'on crée des cadres adaptés à notre époque. Les anciens cadres associatifs, lourds, on est là, tous en réunion, c'est fini. Les jeunes n'ont plus cet appétit, cette envie. Ils aiment être réunis, puisque j'étais animateur avant, chef de projet à plan politique de la ville et dans d'autres domaines. On aime la vision et, en fait, on manque de vision et on manque de projets communs qui nous réunissent, souvent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la question religieuse s'est affaissée à une forme de prêchi-prêcha moralisante, réduite à la pratique pratico-pratique. C'est le succès des imams youtubeurs. Donc c'est comme si on avait capitulé, il n'y a plus d'intellectuels, de mouvements, d'une vision globale qui arrive à nourrir ensuite l'action, les activités, les choix de chacun. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin, mais il a une vision globale, quoi. Ce qui est le but quand même d'une religion, donner du sens.
Et le type de discours que nous avons aujourd'hui et le type de religiosité qui en est une religiosité qui pousse à l'individualisme, à se préoccuper de sa petite place au paradis. Ouais. Mais, et non pas à penser en disant que, en tant qu'islam, nous avons une mission à apporter, la mission de miséricorde à apporter au monde. Et les seuls parmi les musulmans aujourd'hui qui ont cette pensée, c'est souvent, malheureusement, les fous furieux qui ont une vision messianique en disant qu'ils vont mettre en place le califat et tout, et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Donc on a une jeunesse qui est dans le désarroi sur le plan spirituel, entre le choix de se trouver un petit imam qui va lui donner le mazhab de l'imam Malik, il y a une effervescence du traditionnalisme en ce moment, il faut être dans un mazhab particulier, ou dans le salafisme de façon particulière, mais voilà, c'est un islam, une religiosité individualiste, qui ne se préoccupe pas de ce qu'il y a autour, ou bien on a des révolutionnaires djihadistes qui ont une pensée globale, mais une pensée globale médiévaliste, qui prend des moyens modernistes pour imposer leur vue. Quid, aujourd'hui, d'une pensée universelle, cosmique, qui prend en charge en même temps les problématiques profondes de la pensée musulmane et des musulmans, et qui en même temps prend en considération les problématiques du monde aujourd'hui, parce que nous sommes devenus un monde un. Ça, c'est l'ambition philosophique et théologique. Ensuite, il y a des questions politiques et sociales. Le politique et le social, l'activisme dans lequel nous étions dans les années 80, dans les années 90 et 2000 est en train de s'estomper. Elle s'estompe parce qu'une action qui n'a pas de pensée, c'est de l'activisme. Et à la fin, ça s'arrête. Et ça épuise. Et puis vous avez toute une génération qui a l'impression qu'elle a perdu son temps. Aujourd'hui, nous sommes face à l'échec de l'islam pensé comme une idéologie. À partir des années 50, avec même un peu avant, en se calquant sur le marxisme, par exemple, ou voir le nazisme ou le fascisme et autres, on a pris les structures de pensée et d'organisation de ces mouvements-là et on l'a transposé au monde arabo-musulman et ensuite musulman de façon générale, avec ce qui va se passer au Pakistan, en Inde, dans le monde arabe. C'est ça qui est en train de se terminer en fait. Ces structurations idéologiques, sociales des musulmans, qu'elles soient d'inspiration islamique ou qu'elles soient d'inspiration moderniste, c'est ça qui est en train de s'écrouler sous nos yeux. Et il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement en termes de vision, et il n'y a pas de remplacement en termes de structure. Moi, là, à ma juste mesure, ce que je peux faire, ce que je proposerais, c'est sur le plan social, il faut institutionnaliser deux choses. Des instituts de production de pensée, d'éducation philosophique et politique populaire. C'est ce qui nous manque. Nous n'avons pas aujourd'hui, même dans nos luttes dans les quartiers populaires, ils font tout, mais personne ne pense à mettre en place un institut qui produit de la pensée, de la vision. On est toujours dans le militantisme qui nous épuise à la fin, et ça n'aboutit à rien. Donc il faut que nous croyions en la pensée, en l'importance de la pensée. C'est pas n'importe quoi la pensée, c'est la chose la plus importante qui détermine un être humain. Et on n'y croit pas en réalité. Donc moi je serais pour l'idée d'institutionnaliser des lieux de production de pensée globale, pas seulement islamique religieux, mais à partir de la révélation, à partir de la compréhension du monde, à partir de la création et des découvertes scientifiques que nous avons avec la relativité générale et la physique quantique, dont nous n'avons pas encore tiré toutes les conséquences sur le plan politique et social jusqu'à présent. Je pense qu'il y a un travail à faire ici de production de pensée et de divulgation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, institutionnaliser un lieu neutre de rencontre des musulmans et des différents courants musulmans et des différents penseurs. Il faut que cela soit créé. Quand la plateforme Les Musulmans a été créée, je pensais que c'était ça son but. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Il faut que quelqu'un ait l'audace de créer cet espace-là. Ce sera peut-être toi, j'espère en tous les cas. De faire ça. Je demande à Dieu de protéger cet individu qui s'y mettra. Mais nous en avons besoin, un lieu où on peut parler entre soufis, entre chiites, entre modernistes. On l'a expérimenté. Il faudrait l'institutionnaliser. Je sais qu'il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut du monde. Il faut un public.
Il faut un public, je crois. Même un public restreint, mais il en faut un. Mais parce que moi, je pense que la communauté musulmane elle est mature vu tout ce qui est en train de nous tomber sur la tête. Depuis les attentats Charlie Hebdo, avec les attentats 2015 et les différents événements qui ont, tout le monde est dans le désarroi. On va terminer justement sur 2021 et toi tu analyses effectivement que l'ambiance sociétale, politique, c'est extrêmement durci et on le voit encore depuis septembre et avec en ligne de mire l'élection présidentielle. Comment tu vis et comment tu penses la société française ces jours-ci à partir de la vision que tu nous as proposée, c'est-à-dire interroger les cadres au moment où... Et les remplacer. Et les remplacer. Sans institut, sans financement, dans un contexte d'islamophobie, de racisme anti-musulman très fort, dans un contexte où on voit la loi sur le séparatisme, la montée de Zemmour. Je me mets à la place du musulman lambda qui t'écoute ou qui nous écoute, parce que je vais me mettre également dedans. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne nous prennent pas pour des doux rêveurs, des gens qui sont dans une approche romantique, voire poétique, qui ont envie de faire perdurer ce que eux-mêmes ont connu? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là au moment où c'est surtout la technicité qui est là, c'est la rationalité, l'individualisme, comment ne pas perdre son temps, comment être être heureux en permanence, quitte à subir une tyrannie du bonheur. Comment on arrive à transmettre en fait ce discours et redonner envie? Parce que les gens ont eu envie, hein. Sérieusement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse n'est pas forcément ce discours-là ne fait pas forcément envie. Ce discours n'est même pas entendu, surtout. D'abord, ce discours n'est pas entendu, on est encore jeune. On vient de commencer, il y a encore des dinosaures qui sont là, qui ont le bénéfice de générations entières d'activisme. On va à contre-courant. Mais je vais terminer sur une note positive. Moi, la première. Le mérite de ta pensée, je le dis devant les téléspectateurs, le mérite de ta pensée, c'est que depuis que je te connais, elle a toujours été elle a toujours fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. Et c'est un enthousiasme qui détonne, qui va à contre-courant. Et je vais te laisser vraiment conclure sur ce qui fait Ousmane, en fait. Là, aujourd'hui, je dis, tu as une plume. Moi, aujourd'hui, je suis devant mes feuilles blanches, j'écris une pensée, une vision, et je sais, Inch'Allah, que Dieu lui donnera du succès. Après ma mort ou pendant ma mort. Je n'en ai aucun doute, parce que c'est de cela dont... Après, je le sais. Je sais que mettre les gens en contact avec le Coran, dire aux gens de penser par eux-mêmes, qui sont créatifs parce que Dieu les a créés, je sais que cette parole perdurera. Si on doit retenir de ma pensée, ça seulement, alhamdoulilah, j'ai gagné. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, beaucoup de gens sont d'accord avec ce qu'on dit. La majorité du peuple français et européen et mondial ne sont pas d'accord avec ces idées racistes, identitaristes, de religions qui sont explosées. On n'est pas d'accord avec ça. Ce qu'on veut, c'est la paix. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants aillent tranquillement à l'école et puissent contribuer et soient heureux. On veut tout ça. La question, c'est comment ? Donc ici, c'est aux penseurs de faire quelque chose. Donc moi, je me donne comme responsabilité de produire quelque chose, Inch'Allah, je l'espère, écrire un premier livre. Toi aussi, tu fais un livre. Je mets au défi tous les autres aussi intellectuels comme moi. Les frères, faites. Faites. Dieu verra ce que vous avez fait. Enfin, allons-y. Là, il faut écrire maintenant. On a critiqué les anciens, mais les anciens, quand même, ils ont le mérite d'agir, de faire des choses et de nous éduquer quand même si on n'est pas d'accord sur certains points. Ils nous ont quand même transmis la foi, la flamme et l'envie et l'ambition. Maintenant, c'est nous qui sommes au devant de la scène, entre guillemets. C'est nous les papas maintenant. Ça me fait bizarre de dire ça. Donc maintenant, c'est à nous d'agir. Les élections, elles arrivent tout de suite. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Et c'est là le problème de stratégie des intellectuels musulmans. Il n'y a pas de stratégie. Stratégiquement parlant, nous avons tout ce qu'il faut pour rassembler toute la communauté française musulmane, à part les récalcitrants. Tout le peuple de gauche est de notre côté normalement. Mais il y a des erreurs stratégiques
qu'il faut qu'on arrête de commettre d'une part, et qu'on pense de façon stratégique. Deuxièmement, il faut se lancer en politique, les amis. Je le dis, hein, tous ceux qui ont une ambition politique, lancez-vous, il ne faut pas avoir peur. En 2020, il y en a eu quand même beaucoup qui ont été élus, qui sont... Il faut continuer, il ne faut pas avoir peur. Il y a une vague, et c'est pour ça que ça fait peur à certains. Mais le problème, c'est que c'est une nouvelle génération qui rentre en politique. Ils rentrent en politique en pensant avec le logiciel, un peu du gauchiste. Donc tu aimerais recréer du lien entre les intellectuels et ceux qui sont sur le terrain. J'aimerais créer, il faut que les intellectuels agissent, il faut qu'on produise maintenant. Il faut qu'on écrive. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut sortir des cadres. Et il faut encourager à la mobilisation et à l'action. Je vois tes yeux là qui... On va s'arrêter là, Inch'Allah. J'aurais pas... C'est une très très belle conclusion. Il a de très beaux yeux qui s'affolent devant moi. Mais... Jamel et moi, quand on s'y met, on lâche plus. De grands bavards. Non, mais c'est vrai que sur l'idée... Il faut s'engager. Donc, si on veut résumer, créatif dans les idées, s'engager dans les différents mouvements, dans les différents partis, et créer des lieux de convergence et de rencontre. Ouais. Et institutionnaliser des lieux de pensée. Voilà les 4 points sur lesquels. Très bien. Bah, écoute, et moi, je sais qu'on va y arriver. Voilà. Sur ce mot plein, sur cette feuille de route pleine d'enthousiasme, on va se quitter. On vous remercie pour votre... d'avoir suivi cet échange, qui en appelle d'autres. Hein. Là, c'est une petite mise en bouche, petite introduction, mais il y aura d'autres entretiens où on ira un petit peu plus loin. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci pour l'initiative. Mon cher Ousmane, déjà d'être venu et puis d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. C'est improvisé. Et on va écrire. Inchallah. Merci à vous. Merci à vous.